Donc, je vais parler de la dynamique des systèmes planétaires extrasolaires. Et puis, donc, les travaux que je vais présenter, entre autres, ont été largement faits avec mes anciens étudiants, donc Gwenaël Boué, Alexandre Correa et Jean-Baptiste Delisle. Et puis, avant de parler des systèmes extrasolaires, en fait, je vais parler du système solaire. Parce que, bon, ce qu'on veut, c'est un petit peu comparer les systèmes extrasolaires au système solaire, et ce qu'on aimerait trouver, c'est un autre système solaire. Et puis aussi voir des choses qu'on ne voit pas dans le système solaire. Alors, une des caractéristiques des mouvements des planètes dans le système solaire, c'est en fait qu'il n'y a pas de résonance en moyen mouvement. Pas de résonance en moyen mouvement. Les résonances en moyen mouvement, ce sont les résonances sur la longitude des planètes. C'est-à-dire quand une planète fait un certain nombre de tours pendant que l'autre fait un autre nombre de tours, mais qui sont commensurables. Alors, il y a bien une inégalité, une presque commensurabilité qui est très connue depuis Laplace, qui est la grande inégalité entre Jupiter et Saturne. C'est-à-dire que Jupiter fait 5 tours pendant que Saturne fait presque 2 tours. Mais on n'est pas vraiment en résonance. Résonance, c'est par exemple le mouvement de rotation de la Terre, de la Lune sur elle-même avec son mouvement orbital autour de la Terre, ce qui fait qu'on voit toujours la même face de la Lune. Si la résonance, donc là c'est une résonance 1-1 entre les deux mouvements, si la résonance n'était pas exacte, ça finirait par se décaler un petit peu. Mais là, ce n'est pas le cas pour la Lune. C'est vraiment une résonance exacte. C'est-à-dire, il faut comprendre que ça vient de la dynamique. S'il n'y avait pas, si c'était juste un problème de nombre, on n'aurait jamais la résonance exacte. Mais là, c'est parce que le domaine de l'espace des phases où ça arrive, il est gros. Il faut penser à ça comme un mouvement de pendule. Si on a un mouvement de pendule, on peut avoir un pendule qui fait des grands tours, donc là on n'est pas en résonance, ou bien des tours dans l'autre sens, on n'est pas en résonance. Et puis quand le pendule oscille, là on est à la résonance. Donc ça on a toujours la direction plus ou moins vers le sol. Donc je reviens à ma grande inégalité, je dis on n'est pas en résonance. Si on regarde plus en détail, on peut tracer ici, et je vais montrer d'autres diagrammes comme ça, où on a le demi-grand axe ici de Saturne, et puis l'excentricité de Saturne, et puis on pose un Saturne, chaque point c'est un Saturne qu'on pose à un endroit donné, donc c'est à peu près à 9 AU. Le vrai Saturne, il est ici, juste à côté de Saturne, vous voyez cette zone noire, c'est la zone de la résonance. Donc on est juste à côté, mais on n'est pas dedans. Si on était dedans, Saturne ferait exactement 2 tours pendant que Jupiter en ferait 5, et ça a des implications sur le mouvement, et ça a des implications aussi sur la formation du système planétaire. C'est pour ça que ça nous intéresse. De même, si je regarde Uranus et Neptune, on a presque une résonance 2-1. La résonance 2-1 ici, là je mets Neptune, mais Neptune est à côté de la résonance, on n'est pas dans la résonance 2-1. Un autre exemple dont j'aurais pu parler il y a 10 ans, c'eût été Pluton. Pluton est dans une résonance 3-2 avec Neptune, mais je n'en parle pas, puisque Pluton n'est plus une planète. Donc, vous avez remarqué que je n'en parlais pas. En revanche, on a des résonances exactes dans le système solaire, mais elles concernent des satellites. Donc, une des résonances célèbres, toujours due à Laplace, en 1788, c'est la résonance entre les mouvements de Io, Europe et Ganymède. Alors ici, c'est une résonance à 3 corps. C'est la longitude de Io, moins 3 fois la longitude d'Europe, plus 2 fois la longitude de Ganymède qui est bloquée. Alors, ça, en fait, pourquoi est-ce que ça arrive dans les systèmes de satellites, dans les systèmes satellites de Jupiter comme ici? C'est parce que, dans ce cas-là, on a des effets de marée très forts dus à Jupiter, et ces effets de marée vont faire évoluer les orbites. On va avoir diminution des excentricités, les excentricités sont pratiquement nulles, et puis évolution des demi-grands axes qui ont tendance à diminuer. Donc tout ça, ça va faire favoriser le piégeage en résonance de ces corps. Donc ça, c'est une première observation. On n'a pas de résonance en moyen mouvement, mais on a des résonances en moyen mouvement sur d'autres corps, donc on pourrait se demander, est-ce qu'on va trouver ça dans les systèmes extrasolaires?
Autre observation, c'est difficile de rajouter un corps dans le système solaire. Voilà un panorama du système solaire. Voilà, ça c'est un panorama du système solaire. Panorama, oui, il y en a qui... Vous voyez, Mercure, Vénus, donc là c'est le demi-grand axe ici. Et puis jusqu'à Uranus, jusqu'à Neptune, jusqu'à Pluton et même au-delà. Et chaque point, c'est une orbite d'un corps. Alors pareil, c'est l'excentricité de manière verticale. Et on essaye de mettre un corps. Alors pour que ce soit plus simple, on le met un petit corps pour pas qu'il influence le reste. On met même un corps de masse nulle. Et vous voyez, si on met un corps, alors s'il est rouge, ou si rouge c'est très chaotique, bleu c'est très stable ou stable, et puis vert c'est intermédiaire entre les autres. Donc en fait, vous voyez, si j'essaye de mettre un corps entre Jupiter et Saturne, et blanc c'est qu'il est parti. Si j'essaye ici, il ne va même pas rester, il s'en va. Donc impossible de mettre quelque chose ici, impossible de mettre quelque chose ici, là aussi, là aussi. Vous voyez, on arrive à mettre des choses ici. Ah ben c'est quoi ça? Ça c'est la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et puis on arrive à mettre des choses au-delà de Pluton, au-delà de Neptune, dans la zone ici où on trouve effectivement des objets de Kuiper. Mais vous voyez, tout le reste, on peut pas mettre quelqu'un. Donc en gros, il y a des corps. Alors ici, ça c'est la zone des Lagrangiens de Jupiter, les Troyens. Donc vous voyez, c'est un système où on a en gros des planètes et des corps là où ils sont, et puis ailleurs, on peut rien y mettre. Autre caractéristique du système solaire, c'est son mouvement, son évolution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement, on a des ellipses, mais ces ellipses vont évoluer à cause des perturbation des autres planètes. L'ellipse va bouger, c'est-à-dire le deuxième foyer de l'ellipse va décrire des épicycles comme ça, qui ont été trouvés par Lagrange en fait et Laplace, et qui sont donnés par la solution d'un système linéaire comme celui-là, en première approximation, ce qui veut dire que ces mouvements vont être compliqués, ça va être des compositions de mouvements, et pour bien les comprendre, il faut regarder les modes propres, j'en reparlerai un petit peu. Mais bon, je vais vous donner tout de suite une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc voilà les planètes du système interne, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Le temps qui est passé, on a déjà 300 000 ans de passé ici. La planète ici, et la planète est posée au périhélie. C'est-à-dire, ce n'est pas le mouvement... Donc là, il est posé nulle part, d'ailleurs, parce qu'il ne bouge pas, mais je vais faire avancer les périhélies. Je vais les faire avancer, je crois. Donc là, on voit que ça bouge, on voit que les excentricités bougent, les plans de l'orbite bougent. Donc, là, je n'ai pas fait bouger les périhélies, je croyais. Mais en tout cas, ce que vous avez vu, c'est que les orbites bougent, et comme ça bouge, comme les plans des orbites bougent, on a le problème de la stabilité de ce mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas stable. En première, sur quelques millions d'années, il est bien décrit par un système régulier. Mais si on regarde plus loin, on a un système instable qui est chaotique, avec une divergence exponentielle en 10 puissance t sur 10, où t est en millions d'années. Et si on regarde sur une durée plus lointaine, on trouve même que des collisions sont possibles, mais difficiles. Si vous prenez plusieurs exemples ici, 2500 exemples du système solaire, vous les regardez leur évolution sur 5 milliards d'années, là c'est l'excentricité de Mercure. Dans tous les cas, ça se passe à peu près bien, sauf dans 1% des cas, où on a une très grande excentricité, les Mercure atteint une très grande excentricité avec une collision avec le Soleil ou Jupiter ou Vénus. Donc en fait, en gros, on a dans le système interne c'est presque stable, mais pas complètement. On a une probabilité de collision qui est de l'ordre de 1% en 5 milliards d'années. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'en fait, ce système solaire, il est, ce que je vais dire, marginalement stable. C'est-à-dire, les collisions planétaires sont possibles, mais difficiles. De même, le système est plein, c'est-à-dire on ne peut plus rajouter d'objets dedans, ce qui est assez cohérent. S'il y avait, en fin de formation du système solaire, il y avait d'autres objets. Ces objets, on a eu par exemple la collision qui a formé la Lune, un corps qui se trouvait en plus. Vous voyez, là, ce sont les excursions possibles des différentes planètes. Donc, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place. Et s'il y avait un corps ici entre la Terre et Mars, ou du même genre que Mars, il a cogné la Terre, il a formé la Lune. Donc voilà, et Mercure peut cogner Vénus. Donc tout ça, ça vous donne
une image qui est cohérente avec les systèmes de formation. En gros, si on forme plus de corps, on a quelque chose d'instable, et puis du coup on a une collision, une éjection, et ça stabilise le système, et on a quelque chose qui devient de plus en plus stable comme ça. Alors maintenant, je vais passer au système d'exoplanètes, et je vais regarder, en fait, je ne vais pas regarder l'ensemble. On a parlé ce matin un petit peu des milliers de planètes. J'en ai eu 1906 planètes sur le site de Jean Schneider, la exoplanète.eu, qui les dénombre tous les matins. Hein, la première chose que Jean fait le matin, c'est de compter les planètes. Et on a 481 systèmes multiples qui sont ceux qui m'intéressent le plus. Mais ces systèmes multiples, il y en a beaucoup, par exemple, de systèmes de Kepler, mais ce qui est intéressant, c'est des systèmes qui sont un peu caractérisés, où on connaît vraiment les éléments, parce que dans bien des cas, tout ce qu'on a pu déterminer, c'est une période orbitale, donc on ne connaît pas l'excentricité, on ne connaît pas souvent les masses. Finalement, on connaît très peu de systèmes, enfin 75 systèmes où on connaît à peu près des excentricités, masses, mais ils sont bien sûr incomplets. Kepler a seulement donné 3 systèmes bien caractérisés, et il y a moins de 10 systèmes dont on connaît les inclinaisons. Et en fait, donc il ne faut pas croire que parce qu'on a beaucoup de systèmes, on a beaucoup de systèmes où on peut faire le même genre de choses que sur le système solaire. Donc, on va regarder quelques éléments, quelques exemples de ces systèmes où la dynamique joue un rôle, et ce qui va nous intéresser, c'est quel est ce rôle. Alors, un premier exemple que j'aime bien montrer, c'est le système HD 202-206. En fait, c'est un système qui est un peu passé de première... En fait, c'est une planète qui est autour de... On a une première très grosse planète, qui est maintenant plutôt une naine brune, avec 17 masses de Jupiter. Et puis, il y a une deuxième qui a été trouvée ici. Mais alors, quand on fait le fit, c'est-à-dire on prend les observations, on cherche la meilleure observation, donc on prend ici les courbes d'iso résidus par rapport aux observations, on trouve le meilleur fit est ici. Mais il est en plein dans cette zone rouge, là c'est pareil, demi-grand axe, excentricité, ça veut dire que l'orbite est très instable. Alors l'orbite très instable, et même on perd la planète en 5000 ans. Donc on perd la planète en 5000 ans, il y a très peu de chances qu'on trouve juste une planète à ce moment-là. Donc en fait, en re-regardant bien ce système, on a regardé la dynamique autour et on voit cette zone bleue. Et cette zone, c'est une zone de résonance, c'est vraiment une île de résonance 5,1 avec la planète interne. Et donc la conclusion, c'est que s'il y a une planète, elle se trouve ici, en fait, qui est le seul endroit stable. Donc on décale un peu les observations. On perd un peu en résidus, mais pas tellement. Et en fait, donc ça c'est un système en résonance. Fort probablement, les observations ultérieures vont confirmer sans doute que c'est bien là que se trouve la planète. Donc ça, c'est un premier exemple de système en résonance stricte 5,1, parce que de toute manière, autour il n'y a pas moyen d'être. Autour, tout est chaotique. Et chaotique à très court terme. Autre exemple de système en résonance, celui-là. Alors celui-là, c'est bien plus évident, parce qu'ici, on a pareil, on a le demi-grand axe. En fait, tout est instable, sauf dans l'île de résonance 3,2. Et en plus, ici, les observations donnent les planètes juste au centre des résonances. Donc, on a concordance entre l'observation et la dynamique pour savoir que c'est bien en résonance. Alors, c'est important de savoir que c'est en résonance. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir dans la résonance quelle est l'amplitude de la libration, donc l'amplitude de l'oscillation du pendule. Vous comprenez que si c'est très amorti, on aura une toute petite amplitude. Si ça n'a pas été très amorti, on aura une grande amplitude. Donc ça va nous donner des indications sur les modèles de formation. Exemple aussi intéressant, c'est GJ 876. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un système qui a été beaucoup observé. On a plus de 10 ans d'observation. Et la première chose qu'on fait sur des observations, c'est d'ajuster des orbites keplériennes, parce que le mouvement keplérien, c'est quand même celui qui donne la première approximation du mouvement sur une durée relativement... sur quelques dizaines d'années, comme ça. Mais
ces orbites, elles sont totalement indépendantes. Donc vous n'avez aucun moyen comme ça de trouver l'inclinaison, qui est une dégénérescence dans les vitesses radiales. Et puis vous voyez, l'ajustement n'est pas très bon, il y a quand même des petits écarts. Alors si on passe à des orbites qui sont en interaction newtonienne, là, à ce moment-là, on arrive à déterminer l'inclinaison. Pourquoi ? Parce que ce système est en résonance 2-1, et du coup, on a des très fortes interactions entre les deux planètes. Et ça, en faisant de l'analyse dynamique, on arrive à récupérer l'inclinaison et du coup, lever la dégénérescence des masses. En retirant ces planètes, on se ressort après une troisième planète, ici, qui est avec quelques masses terrestres. Et même, il y a eu une quatrième planète qui a été trouvée par nos collègues américains et qui, elle, est en résonance laplacienne, en fait. C'est 1, 2, 4. Ce n'est pas un 3, 2 comme les satellites de Jupiter, c'est 1, 2, 4. Et en fait, elle était difficile à trouver parce que, justement, le fait d'être en résonance avec les autres, ça fait aussi que ça peut être confondu avec une harmonique des premières. Et si on regarde la résonance 2-1, ici encore, on a une très bonne adéquation entre les résidus ici, les meilleurs résidus, et puis le centre de la résonance. Et ça nous indique aussi des choses sur le modèle de formation. Donc ça, c'est quelques exemples de systèmes en résonance où la résonance est vraiment indiscutable. Donc chose qui, comme je le disais, n'existe pas dans le système solaire. Un autre exemple intéressant, qui a été montré ce matin aussi, en fait, et c'est par optique directe. Ici, il y avait 4 planètes, et autour d'une étoile dont l'âge est entre 30 millions, et une étoile très jeune, vous voyez, entre 30 millions et 160 millions d'années. Et en fait, les premières études dynamiques qui ont été faites par des collègues, ce n'est pas nous qui avons fait ces études, montraient que c'était un système très instable. En fait, vous voyez, on perd les planètes au bout de 300 000 ans. Alors bon, c'est sûr, pour une étoile jeune, ce serait pas impossible d'avoir un système instable. Si l'étoile est très jeune, on pourrait se dire, on le voit juste à ce moment-là. Mais bon, on n'a pas... En fait, moi j'avais pensé regarder ça, mais avant que j'ai eu le temps de le faire, il y a des collègues polonais qui ont vraiment traité très en détail ce système. Et ils ont réanalysé les observations. Et en fait, ils ont trouvé une solution stable, un peu comme les études que je vous présentais tout à l'heure. Mais là, elle est en résonance 1, 2, 4, 8. Et c'est un peu le même genre de diagramme que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, où en fait, le seul endroit stable, c'est dans cette île de résonance. Donc ça, c'est une solution très plausible pour ce système observé, avec encore ici un système en résonance. Alors là, on a un système très jeune, donc on peut se dire on avait encore un disque de poussière, et donc sans doute des effets dissipatifs dus à ce disque qui aident au piégeage en résonance. Justement, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'effet de la dissipation. Alors, on a 2 formes de dissipation dans ces systèmes planétaires. On a une première forme de dissipation, c'est celle qui va arriver pendant la formation, dissipation avec l'interaction avec le disque. Et puis ensuite, on a beaucoup d'effets de dissipation par effet de marée, parce que beaucoup des systèmes qui sont observés maintenant, parce que c'est plus facile, sont des systèmes observés très près de l'étoile. Et donc, du coup, on a des effets de marée importants qui viennent de l'étoile et du coup de la dissipation qui vient de l'étoile. Un système intéressant dans ce genre, c'était HD 10180, avec 7 planètes. Donc là, on va aussi vers les systèmes qui ressemblent au système solaire en un certain sens, dans la mesure où il y a beaucoup de planètes. Et ce qui était intéressant dans ce système, c'est qu'à première vue, il était totalement instable. Si on prenait la première planète la plus interne, dans les premiers feats, comme la planète est très proche de l'étoile, vous voyez, à 2 centièmes d'unité astronomique, donc on pouvait se dire que son excentricité avait été totalement réduite par effet de marée, donc elle était forcée à 0, mais dès qu'on la lâche et qu'on met l'interaction des autres planètes, on a des très forts changements de l'excentricité qui sont dus aux mouvements séculaires, aux perturbations séculaires par les autres planètes. Alors, bon, ça paraît très peu probable. Il n'y a aucune chance d'abord qu'on observe le système juste au moment où il est 0 excentricité. Et puis aussi, si on laisse tourner plus longtemps, on a des très fortes excentricités qui sont peu probables.
Donc en fait, on a regardé ça plus en détail avec les approximations pareilles du 18e, de Lagrange, mais qu'on complète. Alors il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, on regarde le mouvement du deuxième foyer de l'ellipse. C'est donné par la résolution d'un système différentiel linéaire à coefficient constant. Et il faut le diagonaliser. Et en fait, ce qui va compter, c'est les modes propres de ce système. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'amplitude des modes propres. On a un couplage entre toutes les planètes. Et donc, si par effet de marée, on agit sur la planète interne, ce n'est pas sur la planète interne qu'on va agir, c'est sur l'amplitude du mode propre, plus ou moins correspondant à cette planète. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est finalement chercher, c'est ce qu'on a cherché à faire, il ne faut pas chercher n'importe quelle orbite, n'importe quelle solution dans ce système. Il faut prendre un système qui aurait été tel qu'il résulte d'une dissipation par effet de marée au bout d'1 milliard d'années. Parce qu'on ne peut pas mettre l'effet de marée sur la durée des observations. Sur 10 ans d'observation, on ne verra rien. Il faut se demander que serait un système qui a subi 1 milliard d'années de dissipation. Eh bien, un système qui a subi 1 milliard d'années de dissipation, il a l'amplitude des 2 premiers modes propres qui est mis à 0. Donc on recherche maintenant des solutions où l'amplitude des 2 premiers modes propres est minimale, et à ce moment-là, on trouve une solution qui, pareil, a une excentricité 0 au début, mais maintenant a une excentricité qui ne bouge plus du tout. Vous voyez, ça c'est l'ancienne solution, et solution, quand on a mis cette contrainte, on a une solution qui se comporte de manière très convenable, donc qui est plausible. Ça ne veut pas dire qu'elle est là, mais au moins elle est plausible. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ce système, je vais vous le montrer. En fait, voilà à quoi ressemble ce système. Donc vous voyez, il y a 7 planètes. Et puis les planètes internes, en fait, que j'ai vues en faisant, finalement, j'avais même pas vu sur les simulations numériques, et là je l'ai vu en faisant l'animation, c'est que les 3 premières ont leur périhélie qui reste alignée. Ici, dans ce diagramme-là, la planète était au périhélie. Et un autre exemple qui est intéressant, qui a été beaucoup étudié parce qu'il est très bizarre, une planète a une excentricité à 0,93, donc vous voyez, extrêmement excentrique. Extrêmement excentrique pour une étoile de 7 milliards d'années, donc un système de 7 milliards d'années. Et en fait, on peut se demander vraiment comment il est possible d'avoir une telle excentricité pour ce système. Et le scénario le plus probable qui a été mis en avant, c'est l'existence d'un compagnon. En fait, il y a un compagnon stellaire dans ce système, un compagnon à 1000 unités astronomiques. Et du coup, on a des interactions gravitationnelles entre ce compagnon et la planète. Et on va avoir des cycles qui sont décrits ici, des cycles où on va avoir, en fait, comme on a la conservation de la composante normale du moment cinétique, on a en gros la conservation de la somme des carrés des excentricités et des inclinaisons. Et ce qu'on va faire, c'est on va échanger de l'excentricité avec l'inclinaison. Donc on va avoir tantôt un système avec une grande inclinaison et une faible excentricité, tantôt un système avec une faible inclinaison et une grande excentricité. Donc vous voyez, ce système, il échange en permanence l'excentricité avec l'inclinaison. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans les phases de très forte excentricité, on passe au périhélie très près de l'étoile, et comme l'effet de marée varie comme la puissance 6, l'inverse de la puissance 6 de la distance à l'étoile, cet effet de marée est très important, et donc à chaque passage, on va avoir diminution du demi-grand axe, et donc évolution de l'orbite. Et je vais vous le montrer en vraie grandeur. Donc voilà les deux. Là, je l'ai mis ici, mais en fait, normalement, il est beaucoup plus loin. Là, il a été mis à 10 UA, mais il est à 1000 UA. C'est juste, de toute manière, il ne bouge pas parce que sur ces durées-là, il ne va pas bouger. Et puis l'autre, ben voilà l'autre orbite. Donc vous voyez, tantôt elle est inclinée circulaire, et puis elle va passer ici très excentrique, moins inclinée, et elle repasse. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de... Alors la planète, elle évolue sur l'orbite, hein, elle passe toujours, elle a ses passages. Alors là, là c'est pas mal, l'excentricité n'est pas trop méchante, mais quand l'excentricité est comme ça, vous avez des passages proches du Soleil qui sont pas très drôles pour les habitants. Et ce que vous allez voir, alors si bien sûr ça se passe, hein, parce que
mais je pense que ça va se passer. Vous allez voir l'orbite évoluer, parce qu'à chaque passage proche de l'étoile, chaque passage à grande excentricité, donc quand la planète passe proche de l'étoile, on a diminution du demi-grand axe. Et là, donc ce qu'on voit ici, c'est le mouvement de précession de l'orbite, mouvement de précession qui est aussi dû à la relativité générale, hein, et plus on va se rapprocher, plus il va s'accélérer, et en même temps, l'orbite va se finir donc très près et va se circulariser aussi à la fin. Voilà, et voilà ce qui va se passer dans le futur, puisqu'actuellement, on est encore, a priori, dans une phase de grande excentricité. Une autre chose qui nous a intéressés, et qui a intéressé beaucoup d'autres mondes, c'est dans les statistiques de Kepler, c'est-à-dire l'intérêt de la mission Kepler, c'est qu'elle a donné beaucoup de systèmes, et du coup, il y a eu des statistiques sur les répartitions des périodes. Et ce qui est intéressant ici, c'est, vous voyez, on a les résonances, ici la résonance 2,1 et la résonance 3,2, et puis on a des pics à ces résonances, mais les pics sont juste à côté des résonances, et tous les deux du même côté. Donc ça a beaucoup excité la curiosité des chercheurs et des dynamiciens. Et ça a été l'occasion du travail de thèse de Jean-Baptiste Delisle. On s'est lancé là-dedans, bien que ce soit en forte compétition. Et en fait, ce qu'on peut voir déjà, une observation qui permet de se rendre compte que vraiment les effets de marée sont pour quelque chose, c'est tout simplement de décomposer ces statistiques et de regarder d'un côté les systèmes avec une période plus petite que 5 jours, c'est-à-dire les systèmes proches de l'étoile, et puis les systèmes avec une période plus grande que 15 jours, les systèmes loin de l'étoile. Et on voit tout de suite que le comportement n'est pas du tout le même. On a le pic, quand on est ici très proche, et ben en fait, on n'a plus de système résonant, alors qu'ici, on a des systèmes résonants, et que finalement, le pic à côté, il se trouve pour les systèmes très proches. Donc on a une dépendance du demi-grand axe de l'effet, ce qui est une forte présomption du fait que les effets de marée sont pour quelque chose dans cette évolution. Et bon, je vais passer sur tous les détails de ces calculs, mais en gros, ce qui a pu être fait, c'est de montrer un scénario où en fait le système est d'abord piégé en résonance en allant dans ce sens-là durant la dissipation dans le disque, mais après, la dissipation par effet de marée va faire évoluer ce paramètre dans ce sens-là. Là, c'est les rapports des périodes, et quand on est dans ce sens-là, on a changement. Ici, on a un système avec résonance, mais quand on fait évoluer le paramètre du système, on va avoir un système où la résonance disparaît, et on va sortir par cette branche-là, et donc toujours à un rapport de période plus grand. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait. Et même dans des systèmes plus compliqués, des résonances d'ordre plus élevé, en regardant un peu l'évolution des amplitudes de libration, ce qui a été intéressant, c'est de montrer l'évolution possible. Et l'évolution possible, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dépend des temps de dissipation dans chacune des planètes. C'est-à-dire de savoir à quel point une planète dissipe. Une planète rocheuse va dissiper beaucoup, une planète du genre Jupiter va dissiper très peu, et suivant le rapport de dissipation entre les deux, on va avoir une évolution vers un rapport de période plus grand que la résonance ou plus petit que la résonance. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire la chose inverse, prendre un système comme celui-là. Ce système, il n'est pas en résonance, mais il est juste à côté, et on est en dessous de la résonance, dans cette résonance 3.1. Et ça va dire que le rapport des temps de dissipation entre la planète extérieure et la planète intérieure est grand. Hein, on est dans cette zone-là. Et donc, forcément, ça ne peut marcher que si la planète intérieure est gazeuse et extérieure est rocheuse. Donc, c'est le contraire des systèmes classiques. Donc là, vous voyez, c'est la dynamique, juste cette observation-là, plus toute la théorie derrière, qui permet de déduire cela, de déduire une contrainte finalement physique sur l'intérieur, sur la constitution de la planète. Et c'est pour ça que ces systèmes résonants ou proches de résonance nous intéressent. Et donc là, je conclus. J'ai mis en rouge un petit peu ce qu'on a observé finalement d'intéressant dans ces planètes systèmes extrasolaires. Alors, chose dont
J'ai parlé ici du planète circumbinaire, là, de ce HD 202-206, qui est la première. Il y en a une autre et d'autres encore, en particulier Kepler 16. On a vu ici des systèmes en résonance, résonance 2.1, résonance 3.2. Bon, là, j'ai mis en moins fort parce que ça, c'est un peu plus conjectural. Celle-là est sans doute un peu plus solide. Une 3.1, une 5.1, des systèmes en résonance laplacienne. Alors, question, possibilité d'autres résonances. En particulier, résonance co-orbitale. On n'a pas trouvé, mais rien n'interdirait de voir des planètes lagrangiennes, comme d'avoir une planète comme les astéroïdes lagrangiens autour des Troyens avec Jupiter, d'avoir plusieurs planètes sur la même orbite, à 60 degrés l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de continuer la relation entre les systèmes en résonance, les systèmes proches de résonance et les contraintes sur la formation. Donc ça, c'est quelque chose de très actif en ce moment. Et puis, bien sûr, toujours la question de trouver des systèmes semblables au système solaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de HD 10-180. Je vous ai montré, ça ressemble un peu de loin, mais vraiment de loin, parce que c'est quand même très compacté, proche de l'étoile. On n'est pas encore dans les systèmes proches des systèmes solaires. Mais justement, avec les grands surveys qui vont se faire, là, j'ai mis les missions spatiales, mais il y a aussi les surveys au sol dont il a été parlé ce matin, avec Gaia, Khéops, K2, TESS, Platon. On va avoir, justement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va avoir des systèmes avec des étoiles plus proches, et donc on va avoir beaucoup plus de données sur ces systèmes, et des systèmes mieux caractérisés, où on pourra mieux comprendre les implications dynamiques. Et voici, je pense que j'ai dépassé d'1 minute 08 mon temps, donc... Alors, comme Jacques était bien à l'heure, on a du temps pour quelques questions. Bonjour. Juste une question de vocabulaire. Si on trouve des planètes en résonance 1.1, est-ce qu'on peut appeler ça des planètes quand même? Parce que vu la définition de ce matin de l'UAI, il faut qu'elle ait vidé son orbite. Alors là, sur la définition de l'UAI, je dirais une première chose, il ne faut pas s'en tenir à la définition de l'UAI. Il faut pas, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. On n'est pas des dogmatiques qui devons s'en tenir aux écrits. Donc, on peut ne pas considérer, surtout si on a des éléments nouveaux. Justement, dans ce qui a été dit ce matin, ces problèmes de... C'est toi, Anne-Marie, je crois, qui se préoccupait beaucoup des définitions de l'UAI, savoir si c'était une planète ou pas. Oui, parce que... Mais je pense qu'il ne faut pas le faire. Il faut... Pour les étoiles, il faut avoir des bonnes raisons. Les étoiles, ce qui va guider ce qui est une étoile ou une planète, c'est vraiment le modèle de formation. Si ça se fait par accrétion ou par agrégation d'un disque autour d'une étoile. Donc, je pense que quand on aura des planètes, si on en a des planètes, si on a des vraies planètes troyennes, on changera les définitions de l'UAI, c'est tout. Daniel ? Je voudrais ajouter pour la définition de l'UAI qu'en fait, quand on a fait cette définition en 2006 à Prague, Gilles Tarter a bien précisé... C'est bien elle, hein? Non, c'est ça, non? Oui, enfin bref, elle a bien précisé que c'était pour le système solaire, parce qu'elle a dit pour les systèmes d'exoplanètes, c'est trop compliqué. Donc on sait de toute façon que la définition qui a été donnée, qui ne vaut que pour un cas particulier, de toute façon, elle est forcément provisoire. C'est surtout un outil de travail, c'est une définition qui est donnée à un moment donné, c'est un outil de travail qui permet d'évoluer. La vérité scientifique est provisoire. Ça, c'est autre chose. Je ne serais pas tout à fait d'accord. La difficulté quand même est que quand on observe une planète, on ne sait pas comment elle s'est formée. Parfois, on a des petites indications, mais ce n'est pas inobservable, ça. Oui, on n'était pas là. Tu ne peux pas forcément le déterminer, mais bon, après, on devrait, disons que là, tu peux ne pas pouvoir déterminer comment elle s'est formée, mais a priori, ça devrait être ça. Donc, tu as l'indication de la masse, mais c'est une indication. Rien n'empêcherait qu'on ait des corps de même masse qui puissent se former soit d'un côté par accrétion dans un disque, soit d'un autre côté par condensation en même temps dans le même nuage protoplanétaire.
suppose que tu es d'accord. Oui, oui, Alain. Non. Oui. Question de béotien, Jacques. Je suis ici. Ah, oui, béotien, pas dans tous les domaines. Non, mais dans le tien, oui. Quel est le rôle des non-linéarités dans la stabilisation des systèmes, par exemple le système Terre-Lune, comme tu l'as dit? Parce que j'ai eu la grande surprise, j'étais dans une conférence il y a 1 an, et où il y a des gens qui faisaient encore des articles sur la synchronisation des pendules de Kepler sur le mur, et ils mettaient de la non-linéarité dedans pour arriver à justifier la synchronisation des systèmes. Donc quel est le rôle des non-linéarités dans la synchronisation des systèmes? Dans la synchronisation? Oui, dans le fait que... il est clair que la Lune... Non, mais dans la synchronisation, c'est essentiel. T'aurais pas... Oui, d'accord. Si tu as... Et donc, parce que là, dans toutes tes analyses, tu montres des matrices, des systèmes linéaires, etc. Non, mais là, je n'ai pas... Là, on a... Chaque fois qu'on a une résonance... Oui. Chaque fois qu'on a une résonance, j'ai parlé de différentes résonances, mais chaque fois qu'on a une résonance, on a localement le même espace de phase, en gros, qu'un pendule. Donc avec un système non linéaire et l'oscillation d'un pendule. Les oscillations, pas les petites oscillations, où tu linéarises, les grandes oscillations du pendule. Voilà. Donc on n'aurait pas de système résonant si on n'avait pas une île de résonance de mesure non nulle. Autrement, la probabilité d'être en résonance, elle serait nulle. Donc, alors, j'ai une autre question. Donc ça, c'est en gros. Alors maintenant, j'ai parlé de la partie linéaire parce que c'est elle qui donne la première image et ce qui est celle aussi qui permet de comprendre l'évolution sous la dissipation. Comme j'ai dit, ce qu'il faut regarder, c'est la dissipation des amplitudes de mode propre. Maintenant, quand je parle des mouvements chaotiques, ça, c'est dû à la partie non linéaire. C'est des termes non linéaires qui vont entraîner une chose dont je n'ai pas parlé, mais donc, du chaos dans le système... C'est du chaos hamiltonien. Oui, c'est du chaos hamiltonien dans ce cas-là. Et ce dont, en fait, je n'ai pas parlé pour le système solaire, c'est qu'on n'a pas de résonance en moyen mouvement, mais on a des résonances dans les mouvements de précession des orbites. On a plusieurs résonances dans le mouvement de précession des orbites, et c'est le recouvrement de ces résonances qui donne le chaos du système solaire. Parce que j'avais une question liée à ça, c'est quand tu as expliqué qu'il n'y avait plus de place dans le système solaire en disant si je mets un petit corps de masse nulle, alors il se fait éjecter tôt ou tard. Voilà. Oui, mais si sa masse n'était pas nulle... Ah, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu en sais? Ah ben bien sûr, on peut jouer. Alors là, tu es en train de jouer au mathématicien qui va trouver un contre-exemple de mesure nulle. Non, mais justement, c'est pour ça que je provoque. Et en fait... Bien sûr, je ne peux pas te dire qu'on ne peut pas trouver un corps qui est placé à tel endroit, donnera une stabilisation. Mais en fait, en gros, plus tu rajoutes de masse, c'est pas compliqué, plus tu rajoutes de masse, plus tu rajoutes d'excentricité, plus tu déstabilises le système. Ça, c'est en gros à la louche comment ça se comporte. Donc quand on dit on met un petit corps, c'est tout simplement parce que si on mettait un plus gros corps, ça déstabiliserait plus. Quand on est béotien, précisément, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être une vallée de stabilité ailleurs. Ah oui, mais là, c'est différent, parce que là, on n'est pas dans ce schéma-là. Ce n'est pas un système avec des puits de potentiel. On est dans un système chaotique, avec vraiment un treillis chaotique très compliqué. Et ce qu'on va faire, quand on augmente les masses, quand on augmente les excentricités, on va augmenter globalement le chaos de tous ces systèmes. Donc on n'est plus du tout dans cette description avec des puits de potentiel ou autre.